En Côte d'Ivoire, derrière la ruée vers l'or se cache un drame silencieux. Des rivières empoisonnées, des terres détruites, des villages menacés. L'orpaillage clandestin ne détruit pas seulement l'environnement, il brise des vies. Qui protège nos populations? Qui arrêtera cette catastrophe invisible? Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Bien sûr, Christelle. Mais avant d'arriver à cet aspect, parce qu'aujourd'hui, de prime abord, je pense que vous avez attiré notre attention sur les plus de 744 milliards qui échappent pratiquement chaque année à l'État de Côte d'Ivoire à cause de l'orpaillage clandestin. Le chiffre, effectivement, il choque, il est vraiment, il est indigne même. Mais là où vous avez pointé du doigt, c'est que, Christelle, je pense que beaucoup parmi nous, on regarde dans la mauvaise direction. C'est-à-dire? Si on regarde la direction de l'argent, on regarde la direction de l'or, on va se perdre. Ce qu'il faut regarder, c'est la direction de l'eau. Et je pense que mes camarades ici présents en ont parlé, parce qu'à force de regarder l'or, on oublie de regarder l'eau. Et pour moi, c'est là que se trouve le vrai drame. Élysée l'a dit, dans 24 régions, 24 de nos régions sont touchées par l'orpaillage clandestin. Un peu plus de 200 sites qui sont dans ces lieux-là. En gros, les orpailleurs clandestins, au-delà de nous voler de l'or, mais ce n'est pas seulement l'or qu'ils nous volent, mais ils nous confisquent une ressource stratégique, qui est l'eau. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, une grande partie de nos cours d'eau sont infestés, sont pollués. La Bia, la Tanoé, la lagune Abi, le Nzi et autres. Donc, en gros, moi, je me dis, on fait face là on n'est plus face à un phénomène d'illégalité. On est face à une économie parallèle. On fait face à une économie parallèle qui, aujourd'hui, détruit nos cours d'eau, détruit l'agriculture, mais, pour répondre à votre question maintenant, finance des réseaux criminels. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut le dire. Tout à l'heure, avec Élysée, vous avez dit, oui, quelles sont les mesures? Quelles que soient les mesures qui seront prises par l'État de Côte d'Ivoire, quelles que soient les mesures qui seront prises par le ministre Sangafoa, mais le plus important, c'est la population elle-même. Pourquoi est-ce que je dis cela? La brigade est mise en place. Il parlait tout à l'heure, 500 hommes, c'est peu. Mais s'il n'y a pas la participation de nos chefs coutumiers, de nos cadres au niveau régional. Des mutuelles, par exemple. Des mutuelles et autres. Mais ce combat-là, on va le perdre. Parce que quand les orpailleurs clandestins viennent prendre un lieu, il y a des lieux qu'ils vont essayer de vampiriser. Je ne sais pas comment le mot. Coloniser. De coloniser ou bien s'accaparer certaines terres. Mais dans beaucoup de régions, ce qui se passe, l'installation de ces orpailleurs clandestins se fait avec la bénédiction de nos communautés. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a comme, justement, preuve là-dessus? C'est assez fort, hein? Des complicités de jeunes, des mutuelles souvent. Parce qu'en la vérité, Christelle, quand ils viennent s'asseoir, ces orpailleurs clandestins vont leur promettre de l'argent. Ils vont chercher de l'or, après ils vont leur donner une quote-part. Parce que certains estiment qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc du coup, avec leur bénédiction, cet orpaillage clandestin... Et donc on peut comprendre la présence de ces jeunes. De ces personnes-là. Et donc si ces personnes-là ne sont pas déclarées aux autorités compétentes, qui vont venir à la brigade pour qu'on vienne les chasser. Or, même s'ils sont chassés, la nature a horreur du vide. Le site peut être colonisé. Et c'est pour cette raison, justement, en termes de mesures, le ministère des Mines et de l'Énergie a fait une campagne de sensibilisation à l'endroit des chefs coutumiers. Au lieu de donner vos terres à des orpailleurs clandestins qui vont détruire l'écosystème, venez rapprochez-vous de notre direction, de sorte à ce qu'on vous donne les agréments et les outils pour que l'extraction se fasse dans le respect de la nature. Et je pense bien que c'est pour cette raison que M. Daba, c'est pas ça, tout le monde dit, c'est bien ça? Yamsoukro a fait cette sensibilisation. Depuis combien de jours le ministère sensibilise? Moi, je pense qu'aujourd'hui... Il l'a fait avec les populations de Toumoudi. De Toumoudi, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, notre leitmotiv, que ce soit nous, hommes de médias, les cadres, les députés, les sénateurs, toutes ces personnes-là, il faut parler à nos populations. Parce qu'à force d'aller chercher de l'argent, on va se perdre. Et on va perdre nos terres, on va perdre notre eau, on ne va plus pouvoir s'en sortir. Voilà où je voulais m'arrêter. Marius Komoré, on va écouter Marius. Marius Komoré, la région d'Abouasso, Élysée a parlé donc de ce point de l'Est de la Côte d'Ivoire et les réunions que nous faisons donc avec le Ghana. Moi, ma question, c'est pourquoi déjà le Ghana? Et est-ce que vous pensez que ça pourrait déjà résorber? Maintenant, quand on regarde du côté de la Côte d'Ivoire dans son entièreté, la question de la sensibilisation. Comment nos chefs, en tout cas pour certains de ceux qui le font, arriveraient donc à céder des terres à ces orpailleurs-là, qui, selon certains, seraient armés. Ensuite, l'école est détournée de son prototype, puisque les enfants ne vont plus à l'école, ils sont dans l'eau. La preuve, on voit un peu cette image-là. Alors, Marius Komoré, avez-vous la réponse? J'ai la gorge nouée en voyant ces images.
j'ai même plus mal, j'ai mal au cœur de vivre ça dans mon pays. Nous, on était tout petits à Abengourou. Croyez-moi, le fleuve dont je porte un nom, mais qui a une eau, moi je suis un être humain, c'est pas pareil. Et donc le fleuve Comoé, nous on partait nager là-bas en vacances. Et c'était de l'eau pure. Et tenez-vous bien, les populations de mon village consommaient l'eau. Et il n'y avait pas que mon village. Mon village commande 18 autres villages. Et donc est un canton qui a en charge 18 autres villages. Tous ces 18 autres villages buvaient l'eau du fleuve Comoé à l'époque. Et d'où vient-il? Et c'est pas simplement à Abengourou. Vous prenez le fleuve Bandama, c'est pareil. Vous prenez le fleuve Kabali, c'est pareil. Même les populations de la Mé boivent également l'eau du fleuve Comoé. On a grandi avec ça. On nageait dedans, on passait nos vacances avec ça. Alors tout d'un coup, brusquement aujourd'hui, on ne peut même plus nager pour dire qu'on va boire. C'est-à-dire on ne peut plus même aller nager dans le fleuve Comoé. Il fait la pêche, évidemment. Alors là, ça c'est la totale. Il a dit la dangerosité d'un produit comme le mercure. Mais il a oublié d'énumérer également le cyanure, qui est aussi un produit aussi dangereux. Mais quand les orpailleurs s'installent, mais ils s'installent, ils colonisent un secteur bien donné et la drogue circule. Oui. La prostitution circule. Il y a un facteur social. Mais bien sûr. Et donc, il y a un danger. Et je ne comprends pas comment se fait-il que des cadres d'une région, des cadres d'une communauté qui les a vus naître, arrivent à vendre justement des terres à ces individus. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui se passe, mais Bien entendu, il y a même des élus qui financent ces activités-là. On ne va pas dire non, mais moi j'en connais. Des élus de la République qui ont le cœur, je ne sais pas quel cœur eux ils ont, pour permettre que cela se passe au point de détériorer les conditions de vie de leur communauté. C'est inacceptable. Donc il y a matière à réaction de l'État. C'est cela. Il faut que l'État se réveille parce que nous étions à l'état de nature où l'homme était un loup pour l'homme. On nous a dit non, qu'il fallait créer les conditions pour que nous arrivions dans un état de société et que nous fonctionnons avec des règles de sorte à ce que les uns et les autres ne fassent pas tout et n'importe quoi à la fois au détriment des autres. Alors, si on a mis une république et qu'on vit dans une république, une nation, mais une nation, c'est des règles. Pourquoi les règles existent? Et puis on laisse ces gens-là prospérer au point que 24 de nos régions sur 31 sont fortement touchées par ce phénomène. Et puis ça n'émeut personne. Alors, vivement, Monsieur le Président de la République, une action s'impose. Parce que chez nous, à Bengourou, croyez-nous, nous, on ne boit plus. On n'a même plus accès à l'eau potable. Dans mon village, à Niassio-Ken, sous-préfecture, on n'a pas accès à l'eau potable. Je continue de négocier avec les autorités, ne serait-ce que pour avoir aujourd'hui des forages chez moi à Bengourou. Mais il n'y a pas qu'à Niassio. Il y a toute la Côte d'Ivoire, tous ces Ivoiriens, y compris dans le village d'Élysée Boloubeu, dans le village de Memni, où Herman Aboua se bat pour que justement les populations aient des pompes hydrauliques. Mais il faut bien que l'État se réveille et que l'État traque tous ces individus-là et les repousse jusqu'où ils sont venus. Parce qu'au final, on se rend compte que la majorité de ces gens sont nos frères de la sous-région. Il faut bien y mettre un terme parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une terre qui devrait accepter de vivre cela. Alors moi, ma crainte, en réalité, on parle de l'eau, mais en même temps, l'eau, c'est vrai, on le voit, mais il y a la nutrition. Ces populations de ces régions-là mangent comment? Qu'est-ce qu'elles mangent? À l'époque, le poisson d'eau douce, évidemment, dans ces régions donc, où on a ces fleuves-là. Est-ce qu'il y a une sensibilisation, Herman? Moi, je pense que là-dessus, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est très risqué de manger, de consommer les poissons d'eau douce. Parce qu'on ne nous dit pas, c'est vrai que c'est vraiment doux, mais je pense que les populations n'ont qu'à faire l'effort de laisser l'État. Aujourd'hui, des indiscrétions, des experts disent que le taux de contamination avec de ces métaux lourds-là dans ces cours d'eau, donc l'impact sur la biodiversité de ces cours d'eau, donc les poissons et autres, c'est 10 fois la norme. Je ne sais pas si vous comprenez, en termes de cyanure et autres. Donc ce n'est même pas quelque chose qui est conseillé. À la limite, on ne veut même pas que les gens s'amusent à aller dans ces cours d'eau. Mais moi, je ne dis même pas que... Le terme clandestin, je n'apprécie pas trop lorsqu'on parle. Je suis d'accord avec toi. En réalité, les 200 sites, ou même plusieurs autres, qui sont installés, on sait où ils se trouvent. Comment le combat que cette brigade mène chaque jour au quotidien, le fait c'est que on s'en va les démanteler aujourd'hui, on fait une opération, on les démantèle tous aujourd'hui. Le lendemain, ils sont installés. Exactement. Souvent, comme Daouda le disait, à la complicité, ils ont parlé des élus, mais certaines autorités dans nos régions, dans nos autorités même coutumières, qui font en sorte que... On va l'écouter, parce que les 744 milliards dont vous parlez, c'est dans la poche de certaines personnes que ça rentre. Justement. Mais en réalité, et ceux qui meurent, le coût
de la mort qu'on donne aux populations. C'est ça. Parce que ces populations qui n'arrivent plus à puiser de l'eau, qui n'arrivent plus à consommer, parce que ça infecte leur plantation, qui n'arrivent plus à utiliser de l'eau tranquillement, parce que les cours d'eau sont infectés. Même les forages dont il parle, il faut bien avoir l'endroit, l'eau, on trouve ça partout. Si la nappe phréatique, les nappes phréatiques sont atteintes, on va forer où? Donc voici le danger qui est là. Ces choses-là, c'est comme pour le remblayage de nos cours d'eau, de nos flancs lagunaires. Il faut les arrêter et restaurer ces endroits-là. Quand je dis restaurer, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les cours d'eau qui ont jauni, dont il parle, aujourd'hui, qu'ils retrouvent leur éclat. Ça veut dire qu'en traitant ces cours d'eau-là et qu'on les libère, et on peut le réussir. Il faut discuter, par exemple, la zone de l'Est, qui est à la frontière avec le Ghana, où certains cours d'eau ont leur influence depuis le Ghana, par exemple, en amont. Je parle de Tanoué, la Bia et autres. Il faut discuter sérieusement parce que la contamination, souvent, c'est vrai, nous, on a nos activités ici, mais les activités qui sont dans d'autres pays, puisque l'eau, là, quand ça coule, quand c'est contaminé, ça coule, ça traverse partout où ça passe. Ça. Donc, tant qu'on ne discute pas avec les pays qui sont concernés avec un passé pratique, là, et avec qui vous partagez les cours d'eau qui traversent vos pays, vous ne réglez le problème. Discuter avec le Ghana, pour terminer, ça ne suffira pas, selon vous? Il faut discuter avec le Ghana, mais parce que le Ghana est aussi confronté à ces mêmes pratiques chez lui. Donc discuter avec le Ghana pour qu'il y ait, au niveau des zones frontalières, là, qu'il y ait des actions concertées. Et puis, il faut arrêter cela. Et moi, je pense que le nouveau ministre de l'Environnement qui est là, ce sont des thématiques sur lesquelles lui-même, il alertait quand il n'était pas encore ministre. Malgré le fait qu'il soit aux côtés du président de la République quand il était conseiller chargé de Abidjan Legacy Programme, ce sont des questions ce sont des questions sur lesquelles il alertait. Je disais dernièrement, quand on parlait de remblayage, on dit oui, il y a certaines personnes qui ont alerté, mais toutes les images que ceux qui ont alerté ont utilisées, ce sont des images qui ont été faites avec un live TV, avec l'initiative, avec un groupe, avec M. Abou Mamba. C'est-à-dire qu'il a pris le soin lui-même d'évoquer le problème. Donc il connaît les problèmes qui existent. Et je pense que peut-être il est en train de trouver la solution pour régler ces problèmes. Mais il faut aller très vite pour le faire, ne pas perdre de temps. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.